Vous savez que le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a été popularisé que grâce à Coca-Cola. Mais saviez-vous que Noël avait carrément été interdit dans certains pays? Pour ce 16e épisode de mon calendrier de l'Avent, on va explorer les scandales et les différentes controverses qui ont marqué Noël, de Coca-Cola aux guerres des décorations publiques jusqu'aux débats absurdes qu'on se tape en France aujourd'hui en 2025. Pendant des siècles, le Père Noël ne ressemblait pas à celui qu'on connaît aujourd'hui. Avant le XXe siècle, son apparence variait énormément selon les régions, mais aussi les cultures. Parfois, il était mince, vêtu surtout de vert ou de brun. D'autres fois, il avait un visage très sévère, voire même inquiétant, plus proche d'un personnage folklorique que d'un grand-père bienveillant. Dans certaines traditions européennes, il pouvait même être sombre, effrayant, chargé de rappeler aux enfants qu'il vaut mieux se comporter correctement plutôt que de distribuer des cadeaux avec un grand sourire. Tout change au début des années 30. En 1931 plus exactement, Coca-Cola lance une campagne publicitaire qui va marquer l'histoire à jamais. L'objectif est simple, encourager les consommateurs à boire du coca pour Noël. Parce que sur toute la période hivernale, le coca se vendait moins. Pour cela, la marque fait donc appel à un illustrateur du nom de Haddon Sundblom, et il s'inspire du poème A Visit from Saint Nicholas pour imaginer un Père Noël chaleureux avec un ventre rond, humain, accessible, un homme âgé, souriant, habillé de rouge et de blanc. Des couleurs qui, au hasard ou non, reflètent parfaitement les couleurs du Coca-Cola. Ces images rencontrent un succès immédiat, le public est totalement séduit par ce Père Noël, jovial, rassurant, qui paraît presque familier. Les publicités le montrent en train de rire, en train de boire un Coca-Cola et de discuter avec des enfants lorsqu'il rentre se reposer après sa tournée fatigante. Peu à peu, cette version va s'imposer dans l'imaginaire collectif et année après année, elle se répand dans les magasins, les foyers, les décorations, jusqu'à devenir la référence mondiale. Aujourd'hui, qu'on soit honnête, il est impossible d'imaginer le Père Noël sous une autre forme. Mais ce succès n'est pas sans controverse. Comme d'habitude, le revers de la médaille. Très vite, certains vont dénoncer la commercialisation de Noël. Et c'est normal. Parce que le Père Noël était autrefois une figure folklorique dérivée de figures spirituelles. Et c'est devenu aujourd'hui un outil marketing très puissant. Noël commence à être associé uniquement aux cadeaux, à la consommation, aux marques. Et Coca-Cola n'a pas directement inventé le Père Noël, mais a quand même beaucoup contribué à figer son image et à la diffuser à une échelle mondiale sans précédent. L'influence culturelle est immense, que ce soit en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique, tout le monde connaît le personnage du Père Noël en rouge et blanc avec un gros ventre et une barbe. Le problème, c'est que cette image standardisée remplace peu à peu les traditions et les différences culturelles locales. Certains le voient comme une perte de diversité culturelle et d'autres comme un symbole de joie et de partage universel. À l'époque, les réactions du public sont très fortes. Des journaux racontent même que les enfants reconnaissent le vrai Père Noël sur les affiches du Coca-Cola. Des parents écrivaient carrément des lettres à Coca pour remercier l'entreprise d'avoir rendu Noël plus magique. D'autres, au contraire, ne s'inquiétaient pas du faux personnage qui avait été créé, mais plutôt de son association à la marque de soda. Presque un siècle plus tard, on a toujours le même problème, on voit toujours la même figure partout. Mais Noël n'est pas seulement redéfini par les publicités, même nos décorations ont été au centre des conflits. À travers l'histoire, Noël n'a pas seulement été une fête, il a souvent été un champ de bataille politique. Sinon c'est pas drôle. Bien avant nos fameux débats actuels, malheureusement ça fait bien longtemps que les êtres humains sont bêtes, les décorations de Noël ont cristallisé des tensions profondes, parfois même violentes, à des époques et des lieux très différents les uns des autres. C'est pas que la France. Premier exemple, Union soviétique au XXe siècle. Après la révolution de 1917, le pouvoir communiste considère Noël comme un symbole religieux incompatible avec l'idéologie d'État. Les sapins sont interdits, les décorations publiques sont supprimées, et célébrer Noël devient même un acte suspect. À la place, le régime tente d'imposer des fêtes laïques comme avec un personnage alternatif, Ded Moroz, qui donne pas envie. Les journaux de l'époque parlent d'éliminer les superstitions bourgeoises. Non mais carrément. Pourtant, dans de nombreux foyers, on continue de décorer en secret. Le simple fait d'accrocher une guirlande ou une étoile pouvait devenir un acte de résistance silencieuse. Deuxième époque, autre continent, États-Unis, milieu du XXe siècle. Puis surtout autour des années 60. Dans un pays fondé sur la séparation entre l'Église et l'État, les décorations de Noël déclenchent des polémiques juridiques. Sinon c'est pas drôle. Des villes sont attaquées pour avoir installé des crèches sur des places publiques. Des journaux font les gros titres sur la guerre contre Noël, tandis que d'autres dénoncent une violation de la neutralité religieuse. Ben voyons. À Chicago ou à New York, certaines municipalités retirent statues, crèches, etc. après des plaintes, provoquant la colère des habitants qui y voient une attaque contre leur tradition. 60 ans plus tard, ça n'a toujours pas évolué. Des conseils municipaux dégénèrent, se transforment en disputes publiques,
passe même parfois à la télévision. Troisième exemple, l'Europe de l'Ouest. Fin du XXe, début du XXIe siècle, marqué encore une fois par les débats sur la laïcité et le multiculturalisme. France, Italie, Espagne, les décorations deviennent un sujet explosif. Les sapins sont jugés trop religieux, les crèches sont accusées de violer la laïcité, les éclairages sont critiqués pour leur coût et leur symbolique. Certains maires choisissent de retirer les crèches des mairies, d'autres les maintiennent au nom de l'héritage culturel. Chaque décision déclenche des pétitions, des tribunes, des débats. Les titres presque comme d'habitude font les gros titres avec Noël interdit ou les traditions sont menacées. Point de tension culminant il y a 2 semaines en France. Plusieurs institutions et collectivités choisissent d'écrire Fête de l'hiver au lieu de Joyeux Noël. Ah, vous êtes ennuyeux avec vos débats, je vous jure. Officiellement, c'est pour l'inclusivité. Mais bon, réaction immédiate sur les réseaux, à la télévision. Une grande partie dénonce un effacement culturel. L'autre partie, une autocensure. Certains parlent plutôt de réécriture de l'histoire. D'autres défendent une adaptation à une société pluraliste. En quelques jours, la nouvelle formule devient un symbole politique. On voit clairement de quel bord vous êtes. Ils sont forts quand même pour vous diviser. Ce ne sont pas seulement des mots, mais encore une fois une société qui s'affronte. Pour la gloire de qui, je ne sais pas. À travers tous ces exemples, une chose reste claire, les décorations de Noël n'ont jamais été neutres, malheureusement. Un sapin, une crèche, une étoile peuvent devenir des objets de conflit, de politique, de pouvoir et surtout d'identité. Au final, c'est toujours les mêmes questions. Qui décide de ce qui est célébré? Pourquoi? Au nom de quelles valeurs? Mais parfois, ce ne sont même pas les décorations qui posent problème. C'est toute la fête en elle-même qui est remise en question. Dans l'histoire, les polémiques autour de Noël ne se limitent pas aux décorations. La fête elle-même a parfois été interdite, critiquée ou profondément remise en cause. Et ce pour diverses raisons, religieuses, politiques, morales. Bien sûr, tout ce que je vous dis est documenté, vous allez chercher sur Google, c'est pas compliqué. L'un des exemples les plus connus remonte à l'Angleterre au XVIIe siècle. Plus précisément en 1647, sous le régime puritain influencé par Oliver Cromwell, le Parlement interdit officiellement Noël. Les autorités considèrent la fête comme païenne, immorale et trop associée aux excès type alcool, nourriture, festins, danse, bref. Bien sûr, les églises restent ouvertes, mais toute célébration festive est proscrite. Des soldats patrouillent même dans certaines villes pour vérifier que les commerces sont ouverts et travaillent le 25 décembre. C'est une blague. Des journaux et pamphlets de l'époque racontent des émeutes à Londres où des habitants refusent d'abandonner leurs traditions. Et ils ont bien raison. Cette interdiction traverse l'Atlantique, parce que si c'est pas eux qui font des problèmes, ils récupèrent ceux des autres. Dans les colonies américaines, notamment au Massachusetts, Noël est interdit de 1659 à 1681. Non mais vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Les puritains vont jusqu'à infliger des amendes à ceux qui fêtent Noël. Pour eux, la fête n'a aucun fondement biblique et représente une corruption des valeurs chrétiennes. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'elle commence doucement à être acceptée, puis devient ensuite officielle aux États-Unis. Autre période clé, la Révolution française. À partir de 1793, le pouvoir révolutionnaire cherche à effacer les symboles religieux. Le calendrier républicain est instauré, les fêtes chrétiennes sont supprimées et Noël disparaît du calendrier officiel. Dans certaines régions, fêter Noël devient risqué. Des documents d'archives montrent que les autorités locales surveillent les rassemblements religieux. Là encore, la fête survit dans la sphère privée. Plus récemment, au XXe siècle, dans plusieurs régions communistes, Noël est découragé ou marginalisé. En Allemagne de l'Est, en Chine, en Roumanie, en Chine maoïste, la fête est perçue comme religieuse et occidentale. Elle n'est pas toujours interdite, mais très fortement limitée dans l'espace public. L'État promeut d'autres célébrations laïques ou politiques pour remplacer Noël. Parallèlement à ces interdictions, d'autres critiques apparaissent, celle d'un Noël devenu trop commercial. Des écrivains, des religieux, des intellectuels dénoncent déjà l'influence des magasins et de la publicité, et surtout la surconsommation. C'était déjà un sujet il y a 100 ans. Des journaux du début du XXe siècle parlent d'un Noël vidé de son sens spirituel. Cette critique ne disparaîtra jamais et alimente toujours les débats contemporains. Tous ces exemples montrent une évolution claire. Noël est passé d'une fête religieuse contestée à une tradition culturelle mondialisée, puis à un symbole débattu pour plusieurs raisons, économiques, politiques, identitaires. Ce qui change, ce ne sont pas seulement les pratiques, mais aussi les raisons pour lesquelles on les accepte, on les rejette, ou on redéfinit carrément la fête. Mais la commercialisation n'a été qu'un début. À partir du 19e siècle, Noël requitte l'espace privé pour se réinstaller dans l'espace public. Tout commence avec les fameuses vitrines de Noël. À New York, dès 1870, les grands magasins comme Macy's comprennent que décembre est un élément clé de l'année pour attirer les foules. Les vitrines se transforment alors en véritables spectacles avec des automates, des scènes hivernales, des personnages animés, des petites musiques mignonnes. Début du XXe siècle, Paris, Galeries Lafayette fait la même chose.
Les journaux de l'époque se moquent un petit peu en décrivant des familles entières qui se déplacent pour voir des vitrines sans jamais rien acheter. Malgré les critiques, l'effet est là. Macy's a littéralement lancé une mode. C'est un événement urbain, visuel, parfois même émotionnel. Une des vitrines les plus célèbres de Macy's en 1940 va même faire un débat, une polémique sur la sécurité, tant l'affluence est massive. Les vitrines ne vendent pas de produits, elles créent du désir et c'est là toute la différence. Vient ensuite la révolution des catalogues, grand tournant du XXe siècle. Aux États-Unis, le catalogue Sears, lancé à grande échelle dans les années 90 mais 2800, va jouer un rôle déterminant. Pour la première fois, des familles vivant loin des grandes villes vont pouvoir consommer à distance en commandant leurs cadeaux. Elles pourront commander des jouets, des vêtements, tout type d'autres cadeaux par correspondance. Noël devient un moment où on choisit, on planifie, on compare, on a du choix. Les enfants feuillettent les catalogues pendant des semaines, entourent leur choix. Ils font toujours ça en 2025, oui. Encore une fois, en France, les enseignes comme le Bon Marché ou les Galeries Lafayette vont voir leur catalogue diffusé à très grande échelle. C'est devenu un rituel annuel comme les calendriers de l'Avent. On l'a vu, au milieu du XXe siècle, Coca-Cola impose son image du Père Noël. Disney associe l'image de Noël à un imaginaire familial et enfantin à travers ses films et ses personnages. 1950, Lego devient le cadeau emblématique. Les marques ne se contentent plus de vendre des produits, elles créent du désir, de l'émotionnel, des souvenirs, des traditions qui sont attachés à la marque directement. Les publicités de Noël deviennent une catégorie particulière de publicité. Elles sont analysées, attendues, ça devient un rituel. Noël devient le pilier de l'économie mondiale, comme vous le savez, dans de nombreux pays et pour de nombreux commerces. Décembre a une part majeure du chiffre d'affaires de l'entreprise. Encore une fois, c'est une transformation largement documentée, analysée par des chiffres, par des professionnels, et qui alimente encore une fois les critiques quant à la perte de sens et cette fameuse pression à consommer que les marques nous mettent, et cet écart entre les messages de partage qu'elles promeuvent et la réalité commerciale créée pour faire des trous dans nos poches. Aujourd'hui, Noël est à la fois une fête culturelle, familiale et un événement économique majeur, mais rappelez-vous, ça reste avant tout la naissance qui a changé le monde à tout jamais, celle du Christ, Jésus notre Sauveur. Si cet épisode t'a plu et que tu ne veux pas rater le prochain, je t'invite à t'abonner, à me suivre sur Insta et sur TikTok, et je te fais des bisous.